Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Axel Gourmelin. Il est co-animateur du groupe d'action du Pays de Paimpol, également chargé de la communication de LFI dans les Côtes-d'Armor. Il est venu jusqu'à nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Lemont et bonjour à ceux et ceux qui nous écoutent. Alors on va parler de politique évidemment comme on le fait chaque matin au micro de Bretagne 5. J'imagine que hier soir vous étiez à Axel Gourmelin derrière votre télévision et que vous avez écouté avec attention les annonces du Premier ministre de Gabriel Attal concernant entre autres la réforme de l'assurance chômage. J'imagine que ça appelle quelques commentaires de votre part. Ça, on peut dire que c'était une interview qui était très attendue. On s'attendait à avoir beaucoup de mesures, peut-être un tournant à gauche, peut-être revenir aux prémices de son engagement politique. Il faut savoir que ce qui se passe actuellement avec le déficit qui se creuse, c'est déjà quelque chose qui avait été annoncé par Éric Coquerel, qui est président de la Commission des Finances. Il avait déjà dit que le budget qui était présenté par le gouvernement était truqué, que ça ne serait pas du tout réalisable. Et au final, là, il nous propose de faire des économies. C'est aussi quelque chose que Jean-Luc Mélenchon avait relevé pendant la campagne des législatives, quand il avait parlé du fait que Emmanuel Macron s'engageait auprès de la Commission européenne à maintenir les 3% de déficit. Et donc, il faudrait forcément trouver de l'argent. Et alors... on l'avait accusé à l'époque de mentir, c'était Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui l'avait accusé d'être complotiste. Et aujourd'hui, on en revient. Donc Gabriel Attal nous a dit qu'il n'allait pas augmenter les impôts. Et donc qui c'est qui va devoir payer? C'est pas les milliardaires qui se sont enrichis pendant les successives crises, c'est donc les chômeurs. C'est ça qui... Comme si c'était en quelque sorte les chômeurs qui étaient responsables du chômage. C'est une idée à laquelle on revient souvent. Toujours les mêmes méthodes. Donc évidemment là on risque d'aller vers une crise sociale importante. On a entendu aussi des annonces il y a quelques jours de Bruno Le Maire qui veut supprimer les ASS, ou en tout cas plutôt réfléchir les ASS vers le RSA, alors qu'on entend les collectivités locales qui gèrent le RSA aujourd'hui en France se plaindre de ne pas avoir assez de moyens. Est-ce qu'on arrive au bout d'un système finalement? Déjà... il faudrait dire que vivre avec le RSA, vivre avec le chômage, c'est survivre avant tout. C'est pas une vie digne, c'est pas assez pour vivre. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en galère. Et toujours retirer plus, toujours montrer du doigt ceux qui essayent de survivre, ceux qui ont moins, c'est criminel. Parce que de l'autre côté, on oublie tous ceux qui s'enrichissent comme ça sur le dos des travailleurs. Et Bruno Le Maire qui met son maintien au gouvernement sur le fait de ne pas augmenter les impôts. Il l'a déjà dit, il veut bien rester au gouvernement que si on n'augmente pas les impôts, c'est pas une politique soutenable. Est-ce que vous comprenez la posture finalement qui tente à dire on ne va pas taxer les profits, parce que chez les filles c'est un des grands motifs, la taxation des super profits. Est-ce que vous comprenez la posture du gouvernement qui ne veut pas aller chercher dans ces super profits? Avec des idéologues pareils, on a entendu Bruno Le Maire dire que les super profits n'existaient pas. Alors, il s'est fait contredire par Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui propose dans ce moment de crise de taxer les super profits. Moi, je veux le dire à ce micro aujourd'hui, je soutiens la proposition de Yael Braun-Pivet. On a entendu aussi le groupe Modem, qui avait déjà parlé de cette taxation des super profits pour faire face à la crise. On est d'accord, on soutient leur proposition, on pourra voter avec eux. Mais ce qu'on voudrait... c'est qu'ils arrêtent de, comme ça, tendre la carotte. Plusieurs fois, ils proposent des choses, comme par exemple contre la crise écologique, la planification écologique. Et en fait, ils mettent en avant ce mot pour que les gens s'imaginent que demain sera meilleur, et ils le vident complètement de leur sens. C'est pas possible de faire ça. Alors il y a la précarité, vous y faisiez allusion à l'instant à Axel Gourmelin. Cette précarité, elle touche beaucoup de gens aujourd'hui en France, elle a augmenté, on le voit aussi avec les chiffres qui sont avancés par les différentes associations caritatives. On pense aux Restos du Cœur par exemple, qui ont du mal à fournir des repas à tous les bénéficiaires. Et puis on pense aussi aux étudiants. Alors vous êtes jeune, je n'ai pas dévoilé votre âge au micro de Bretagne 5.
C'est secret, voilà, au micro de Bretagne 5, mais les étudiants aujourd'hui souffrent aussi de cette précarité. Souvent, les étudiants se logent grâce aux ASS, il faut bien le dire. Si demain, grâce aux APL, pardon, les APL qui sont aussi sur la sellette dans cette réduction budgétaire, est-ce que demain, si on supprime les APL, ça va être une catastrophe pour les étudiants et plus largement pour les plus précaires? Bah, c'est sûr que c'est... Donc, dans le dernier mandat d'Emmanuel Macron, on a déjà retiré 5 € aux APL, c'est ça. C'est toujours la même politique. On enlève un peu... on enlève à ceux qui ont peu et... voilà, c'est n'importe quoi. Vous avez parlé dans votre question de ceux qui avaient du mal à se loger et pour qui les APL étaient une ressource essentielle. Mais pour prendre l'exemple de Rennes, il y a des étudiants qui ne se logent même pas, qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger. Et il y a des distributions alimentaires qui sont faites par les syndicats locaux, notamment l'Union Pirate. Et à chaque fois, sur ces distributions alimentaires, il y a 500 personnes. Et ça, c'est dans toute la société. Au Secours Populaire à Paimpol, c'est pareil. Les files d'attente, on les voit s'agrandir. Donc, retirer le faible moyen que les gens ont pour vivre, c'est une situation catastrophique. Alors on va parler aussi plus largement de l'Europe, parce que évidemment LFI s'engage pour les élections européennes du 9 juin avec Manon Aubry en tête de liste. Est-ce qu'aujourd'hui il faut réformer l'Europe? Alors la question est vaste, je ne vais pas vous demander d'y répondre, je crois qu'il vous reste encore un peu plus de 20 minutes pour le faire, mais est-ce qu'il faut réformer l'Europe aujourd'hui? Est-ce que ça fait partie finalement du programme de LFI de dire les règles européennes aujourd'hui elles ne correspondent plus à des valeurs humanistes? Est-ce qu'il faut justement commencer à réformer cette Europe pour la faire avancer? C'est comme pour tout en fait, on nous tend une carotte pour qu'on avance. Là c'est l'Europe sociale. L'Europe sociale viendra demain, après l'élection du 9 juin. On en parle depuis longtemps de l'Europe sociale. C'est ça, à chaque élection ça revient, on nous dit c'est ça, demain sera meilleur, continuez à serrer la vis et après ça ira. Et puis c'est politique, on voit qu'elle marche pas, elle continue à comprimer les salaires des gens, elle continue elle augmente la misère, elle étend les différences de revenus, C'est sûr que nous, notre position sur ces traités, c'est que quand les traités, si jamais demain nous arrivons au pouvoir, si les traités vont à l'encontre de ce que nous comptons faire, nous ne les suivrons pas. Nous ferons la politique, nous ne suivrons pas ces traités. Voilà, des traités qui demandent à être remaniés finalement, pas sortir de l'Europe, mais revoir une Europe un peu différente dans son fonctionnement, dans ces traités justement. C'est ça, une bonne Europe, c'est pas une Europe qui comprime les salaires vers le bas. Une bonne Europe, c'est celle qui crée une harmonie entre les différents pays européens. C'est ce à quoi on aspire. Alors, avec aussi des élections européennes qui arrivent sur fond de crise sociale, on l'aura compris, mais également avec cette guerre aux portes de l'Europe, on en parle beaucoup ici au micro de la matinale, cette guerre en Ukraine et toutes les conséquences qu'elle a évidemment sur l'Europe. On parle d'une Europe qui doit se réarmer aujourd'hui, une Europe qui doit qui pourrait faire face un jour à une guerre. Comment c'est perçu pour des forces de gauche comme LFI, qui est quand même pas, j'allais dire, pour la guerre, en tout cas, si on en lit votre programme, si on lit votre programme, on s'aperçoit que vous n'avez pas envie d'une guerre aujourd'hui. Comment se dire, on se défend, mais à la fois on n'a pas envie de la guerre? C'est ça, vous me dites qu'on n'a pas envie d'une guerre, mais c'est vrai que la position la plus facile, c'est la guerre en fait. C'est faire la paix qui est très dur, parce que ça s'appelle... De mettre beaucoup d'efforts. Et moi, je pense, justement, vous parlez des forces de gauche en général, mais quand j'entends Raphaël Glucksmann dire que face à ce qui se passe actuellement, il faudrait passer en économie de guerre, je m'interroge. C'est va-t-en guerre, c'est pas possible. Donc nous, on défend la position de la paix. Et aussi, on est contre l'introduction de l'Ukraine dans l'Union européenne, parce que introduire un pays comme ça avec un SMIC à 200 €, à moins de 200 €, ça tirerait les salaires vers le bas et c'est pas possible. Et en parlant de l'Europe de la défense, qui est proposée, c'est dont entendez votre question. L'Europe de la défense, nous sommes contre. L'Europe de la défense, c'est la guerre, c'est l'Europe de la guerre. Il faut être non aligné pour pouvoir gérer les crises qui s'avancent.
Donc être non aligné, c'est pas être neutre. Là, on parle de la guerre en Ukraine, c'est Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine, c'est une évidence. Mais s'aligner sur les autres pays européens en toutes circonstances, bah là, on voit ce qui s'est passé à Gaza. Dès le début, tous les pays européens ont été un peu fébriles, c'est ça, à part quelques-uns, comme l'Espagne. Et la France, elle avait une position diplomatique qui était différente, particulière. Et pour que la France puisse être entendue, pour qu'elle ait une position, pour qu'elle puisse acter vers la paix, il faut qu'elle soit non alignée, c'est ce qu'on porte. Faut en fait une diplomatie française, à défaut aujourd'hui peut-être d'avoir une diplomatie européenne. Chaque pays qui compose l'Europe aujourd'hui, les 27 pays, ont leur propre diplomatie, mais on a l'impression quand même que la diplomatie française a du mal à se faire entendre. Non, bah, elle a du mal à se faire entendre. On avait un des meilleurs réseaux diplomatiques du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comme tous les services publics qui sont cassés par la politique libérale, on a aussi cassé ce réseau de diplomatie. On leur a mis moins de moyens, on a fermé des ambassades. Comment après on est face à ce fait que la France ne parle même plus d'une seule voix. Et c'est pas entendable. Donc une diplomatie plus forte pour éviter la guerre, mais il faut bien se défendre aussi. Il faut continuer à fabriquer des armes aujourd'hui en France ou même plus largement en Europe. Bah, ça dépend ce qu'on en fait. C'est vrai que Vladimir Poutine est quelqu'un de dangereux, donc ça serait complètement inconcevable de ne pas se préparer face à ça. Mais si déjà on arrêtait de vendre des armes à des pays qui font des massacres, notamment on vend encore des armes à Israël, c'est ce qui a été révélé il n'y a pas longtemps. On devrait déjà arrêter de vendre ces armes. Alors, on a beaucoup critiqué la position de LFI, justement, dans le conflit israélo-palestinien. Alors, ce matin, il ne s'agit pas de raviver des plaies, voilà. Mais j'aimerais entendre votre position, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce 7 octobre terrible pour Israël. Cette réponse terrible également d'Israël vis-à-vis du Hamas. Et là encore, on voit les populations des deux pays, des deux États souffrir. On a reproché à LFI de ne pas avoir qualifié le Hamas de force terroriste, en tout cas d'organisation terroriste. Quelle est la position aujourd'hui de LFI ? Nous parlons le langage international. Dès le début, dès le 7 octobre, un communiqué est sorti de la France Insoumise condamnant ce qui s'est passé. Le Hamas a perpétré des actes terroristes en Israël qui visent à faire la terreur. On ne peut pas être d'accord avec le fait de se battre contre de tuer des civils. C'est une évidence. Mais on a dit dans le même temps que la violence entraînait la violence et qu'on savait que la riposte allait être terrible. Et donc on a appelé dès le début un cessez-le-feu. Parce qu'on ne combat pas le terrorisme par la guerre comme ça. Et on ne combat. Moi j'avais appris au lycée qu'on ne faisait pas la guerre. Qu'il ne pouvait pas avoir de solution autre que diplomatique, on ne pouvait pas régler tous les problèmes par la guerre. Et là, ce qu'on voit, c'est complètement terrible. Il y a plus de 30 000 personnes qui sont mortes à Gaza, dont un tiers d'enfants. Et donc nous, on s'organise ici à Paimpol, à Saint-Brieuc. Samedi, vous avez une manifestation à 11h à la place du Guesclin à Saint-Brieuc et à 14h à la place du Martret à Paimpol pour continuer à porter ce message de cessez-le-feu, la libération des otages aussi. Et on ne peut pas laisser faire ce qui se passe actuellement, il faut se mobiliser. J'invite le plus grand nombre de personnes à venir nous rejoindre, cessez-le-feu à Gaza. Alors aujourd'hui, on voit aussi les actes antisémites en France, alors plus largement les actes racistes, mais aujourd'hui la communauté juive est particulièrement visée. Il y a une crainte que ce conflit arrive sur notre territoire et fasse une forme de déflagration ici aussi. C'est vrai que l'antisémitisme, c'est une réalité. Il y a des actes antisémites, on les remarque. Et moi, je trouve ça très dangereux d'inventer des antisémites là où il n'y en a pas. Et ça conduit en quelque sorte à banaliser l'antisémitisme. Et on en discute avec les gens sur le marché qui peuvent avoir des propos comme ça à la va-vite. On ne doit pas prendre l'antisémitisme à la légère, c'est grave. Et moi, je voudrais rappeler au moment où l'extrême droite serait vue comme les meilleurs alliés des Juifs, on l'a entendu. Je voudrais rappeler que ce parti a été fondé par des nazis et que là, ils
ils mettent de côté l'antisémitisme en quelque sorte pour détester une autre religion, l'islam, et les musulmans. Mais elle reviendra un jour ou l'autre à son antisémitisme. Ce sont des opportunistes et ce sont des racistes. Alors justement, on crédite le Rassemblement national d'une forte intention de vote. On en a beaucoup parlé à l'antenne de Bretagne 5, d'une forte intention de vote pour justement ces élections européennes du 9 juin. On parle de 28 à 30% d'intention de vote, ce qui est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la gauche n'a pas fait finalement? Est-ce que justement sur des sujets tels que l'immigration, tels que l'insécurité, est-ce que la gauche s'est pas emparée assez rapidement de ces sujets, les a laissés finalement au Rassemblement national? Est-ce que c'est ça une des erreurs de la gauche? Alors je dis la gauche en règle générale. Oui, j'entends bien. C'est vrai que nous n'avons pas encore été au pouvoir, ça arrivera. Moi, je pense pas particulièrement. Déjà, pour rappeler un chiffre, entre 2017 et 2022, Marine Le Pen a pris plus 6% dans les Côtes-d'Armor. Donc là où la Bretagne était un territoire qui était un peu épargné par l'extrême droite, on voit que au fur et à mesure que ça arrive, la barrière craquelle. Et ça, c'est pour l'extrême droite qui se présente comme sobre, et en même temps il y a des attaques de l'extrême droite violentes, comme on a vu à Saint-Brieuc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vrai qu'il faut s'organiser face à ça. Et aussi rappeler que Emmanuel Macron, qui est président, et c'est sa politique qui est appliquée actuellement, avait dit en 2017 que il ferait en sorte qu'après son mandat, il n'y ait plus une seule raison de voter pour l'extrême droite. Bon, on voit que c'est complètement raté. Et qu'il a au contraire utilisé l'extrême droite comme un marchepied. Donc face à ça, nous on avait proposé, on vous parlait des intentions de vote de l'extrême droite, 28 à 30% pour les européennes. Face à ça, la gauche aurait dû être là. Et nous avions proposé dès le début une liste commune aux élections européennes. Nous avions même proposé la tête de liste. Nous avions aussi proposé de reprendre la tête de liste au vert notamment, de ne pas avoir la tête de liste. Nous avons proposé aussi de prendre en compte l'équilibre, de refaire l'équilibre en fonction des résultats qu'il y avait eu en 2019. Ça nous a été refusé jusqu'à cet été, où les jeunes responsables de mouvements jeunes au sein de la NUPES avaient fait une initiative. J'ai avec moi, pour ceux qui nous écoutent... Voilà, on le voit, le programme européen des jeunes de la NUPES. C'est ça, il y avait cette initiative qui a été complètement mise sous la table. Moi, je veux dire à ceux qui nous écoutent que nous n'avons pas oublié, nous n'avons pas abandonné la perspective d'être une alternative. Non, la seule alternative possible, ce n'est pas Macron-Le Pen. Nous avons un programme, nous sommes prêts à gouverner. Au sein des élections européennes, nous avons une liste qui est une liste basée... Nous portons le programme de la NUPES. Nous avons des candidatures d'ouverture. Nous sommes les héritiers de cette NUPES. Et si jamais nous avons un score... fort, nous, notre objectif, on va le dire direct, c'est d'être devant Emmanuel Macron et de talonner l'extrême droite. Si jamais vous donnez de la force à cette liste, ça nous donnera un point d'appui pour continuer les négociations après les élections européennes, pour avoir en ligne de mire 2027. Cette élection européenne, c'est la dernière élection nationale avant l'élection de 2027. Et il faut nous aider. Voilà, faut se mobiliser pour vous. Il y a aussi ce risque que justement cette élection européenne soit un vote sanction contre la politique d'Emmanuel Macron. Donc là, on mettrait un petit peu l'Europe de côté et on sanctionnerait Emmanuel Macron. Est-ce que c'est aussi un des buts? Allez, j'avais pas se dire inavoué. C'est clair que ça sonne un peu comme une élection de mi-mandat. On va pas se le mentir, et il a bien mérité avec sa politique. Mais il faudrait pas que les gens pensent que l'extrême droite est trop autre chose que ce qu'elle est. Moi, j'ai en face de moi les votes du RN. Donc, lors de cette dernière législature, le RN a voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la revalorisation des pensions de retraite au niveau du SMIC, contre le gel des loyers, contre l'encadrement des écarts de salaire dans les entreprises, contre l'augmentation du nombre d'hébergements d'urgence pour les sans-abri, contre une garantie d'autonomie pour les jeunes en formation, contre le blocage des prix, contre le rétablissement de l'ISF, contre la gratuité des premiers mètres cubes d'eau.
l'extrême droite n'est pas une alternative, c'est c'est l'assurance vie du système en fait. Comment vous expliquez, vous qui êtes jeune, hein, je ne veux pas faire de jeunisme, mais qui êtes jeune en politique, à Axel Gourmelin, comment vous expliquez que certains jeunes, et ils sont assez nombreux, il faut bien le dire, se tournent vers le Rassemblement national? Est-ce que c'est par désespérance? Est-ce que c'est aussi le fait de voir ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, cette fracture sociale aussi en France? Et voilà, comment vous l'expliquez ça sociologiquement? C'est sûr que les politiques menées contre les jeunes ont aidé les jeunes à être dégoûtés de la politique. Et quand les gens sont dégoûtés de la politique, ils se tournent vers les dégoûtants. Et il faudrait redonner la confiance aux jeunes. Vous disiez là à l'instant que les jeunes se tournaient vers l'extrême droite, mais le vote majoritaire des jeunes, c'est la gauche. Les 18-24 ans ont voté à plus de 50% pour Jean-Luc Mélenchon en 2022, pardon. Et nous, notre objectif, c'est de les convaincre. En ce moment, il y a un tour des universités qui est fait par Louis Boyard notamment et avec Jean-Luc Mélenchon aussi. Et il faut politiser la jeunesse, je le crois. Parce que... Elle s'empare de sujets, la jeunesse, néanmoins. On le voit aujourd'hui, pas toujours de façon toujours politisée, on pourrait le dire comme ça, mais en tout cas, elle s'empare de grands sujets. On pense aux sujets sociétaux, on pense aux sujets d'environnement. Aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle, justement, que la jeunesse s'empare de ces sujets-là. C'est ça, la jeunesse n'est pas dépolitisée. Moi, j'ai vu dans les mobilisations qu'il y avait à Saint-Brieuc, autour de l'année 2019 pour le climat. On l'a vu aussi là dernièrement pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Au bout d'un moment, les personnes plus âgées qui avaient besoin de se reposer, on voyait que la jeunesse prenait la relève. Cette jeunesse est politisée. Il faut juste lui donner confiance dans les gens, lui montrer que c'est en votant qu'ils peuvent changer les choses. Moi, je vois un sondage d'Aris Interactive hier qui est sorti, qui dit que 33% des 18-24 ans sont certains d'aller voter. C'est-à-dire qu'il y a 77% des gens 67% des gens des 18-24 ans qui sont pas sûrs d'aller voter. Moi, ça reste encore important, il y a encore un grand risque d'abstention quand même. C'est ça, mais pas pour tout le monde. Moi je le dis aux jeunes, si jamais vous n'allez pas voter, ce seront les plus de 65 ans, là je vois 65% des plus de 65 ans et plus qui seront certains d'aller voter. Si vous n'allez pas voter, ce seront eux qui décideront à votre place. Voilà. Il faut vous emparer de cette élection. Il y a un besoin de changement. On a beaucoup parlé de la 6e République, chère à Jean-Luc Mélenchon. À moi aussi. Et à vous aussi. Est-ce que justement il faut changer, faut casser, alors casser c'est peut-être un mot très fort, mais cette 5e République et faire naître une autre République qui sera plus conforme aux aspirations de la société qui avance? Ça, moi j'ai fait mon grand oral en terminale sur ce sujet de pourquoi faut-il passer à la 6e République. Et quand je parlais de redonner confiance en la politique aux jeunes, je pense que c'est une des solutions. On est arrivé à une crise. Quand on parle aux gens, ils se disent ils sont tous pourris. On entend beaucoup ça et je ne crois plus aux élections. Il y a un rejet des politiciens, on pourrait le dire comme ça pour faire un terme générique. Oui, c'est ce qu'on entend, vous avez tout à fait raison. Moi je pense que la 6e République c'est une solution. Dans notre 6e République, on va mettre en place une assemblée constituante. C'est-à-dire que ce seront des Français élus et tirés au sort qui seront chargés de recréer les règles du jeu, de décider ce qu'ils veulent voir dedans. On peut avoir plus de démocratie directe, par exemple. Ça sera à elle de décider. Mais c'est en quelque sorte le peuple français qui se refondra et qui décidera les règles politiques qui se décident. Parce que là, moi je rappelle que la 5e République, elle date de 1958. Elle avait été fondée par De Gaulle et Debré voilà, pour les épaules du général. Dans une France qui était complètement différente, une France fortement rurale. C'était une autre époque. Moi, je pense qu'il faut décider de nouvelles règles du jeu pour redonner confiance aux gens. Voilà, il y a encore des bonnes choses dans la 5e République aujourd'hui, néanmoins. Moi, ce qui est sûr, c'est que on reproche parfois d'être pour la 6e République, mais de présidentialiser les élections. Mais on connaît les règles de la 5e République, on les prend, on prend les élections comme elles sont. Voilà, et en fait vous en arrangez pour après aller plus loin. C'est ça. Alors, on parle aussi de la formation politique des jeunes. On sait que l'EFI est très attentive à bien former la jeune génération, celle dont vous faites partie, Axel Gourmelin. Est-ce que c'est important aujourd'hui de former les jeunes à la politique, que ce soit chez l'EFI ou dans d'autres partis politiques? Ça, totalement. C'est un enjeu qui a été
fortement abandonné par les partis de gauche. C'est quelque chose de très présent dans les partis avant la formation politique, donner la chance aux personnes qui sont assez éloignées de pouvoir s'y intéresser. Moi, je viens d'une famille qui a été très loin de la politique. Avant d'en devenir un, je connaissais pas de militants politiques, j'en avais jamais vu. Et c'est vrai que là, la France Insoumise a lancé, grâce à son institut de réflexion, l'Institut La Boétie, un cursus renforcé. C'est pendant 10 mois, un week-end par mois à Paris, où on suit des formations théoriques sur le matérialisme historique, l'ère du peuple, l'humanisme, et des formations pratiques. Et c'est vrai que c'est l'occasion, avec une promotion de 70 personnes qui est représentative de la France, de donner sa chance à des gens qui étaient très éloignés de tout ça. Et c'est très important. Voilà, c'est aussi ça le renouvellement politique aujourd'hui. Autrefois, on faisait carrière en politique. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va un peu plus vite, qu'on s'empare de sujets et on les défend bec et ongles. Bah, c'est ça. Pour redonner confiance aux gens à la politique, c'est ce dont je parlais tout à l'heure et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Il faut que les représentants politiques ressemblent aux gens. Mmh. Et là, on voit combien de millionnaires au gouvernement. Comment on veut que ce soit une politique en faveur des gens, c'est pas possible. Alors néanmoins, on a beaucoup pointé du doigt LFI pour son... Alors, cette bordélisation, c'est le terme qui a été employé, hein, vous me tirez les oreilles si je vous dis des bêtises, mais cette bordélisation de l'Assemblée nationale, est-ce que ça n'a pas profité finalement, les cris parfois, est-ce que ça n'a pas profité au Rassemblement national ou à la droite en règle générale ? Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est leur stratégie de respectabilité. Ils mettent des cravates, ils sont en costume, bien cintrés, et ils pensent qu'on va oublier qui ils sont réellement. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez utilisé le terme de bordélisation. C'est vrai que c'est un terme qu'on a entendu. Moi, je le reprends pas à mon compte, mais je veux soulever une question. Est-ce que, toutes les dizaines d'heures de débat où on a avancé des propositions, des contre-projets, tout ça, est-ce qu'on en a parlé dans les médias ? Non. On n'a parlé que de ces moments-là. C'est vrai qu'il y a eu aussi... nous, on en a parlé ici. Ouais, non, mais je vous montrerai pas du doigt. Bretagne 5 est une très bonne radio. Voilà, on va transmettre à toute la petite équipe qui fabrique la radio et la matinale chaque jour. Si. Mais je disais que il y a eu une stratégie aussi de parler fort pour se faire entendre, notamment chez des gens qui sont très éloignés de tout ça. Mais nous avons des propositions très concrètes. Vous voyez en m'écoutant qu'on bordélise pas tout. Non, je confirme, vous êtes bien calme. Un dernier mot, il nous reste une petite minute. Aujourd'hui, vous êtes sur le terrain, vous tractez, j'imagine, vous rencontrez les gens. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, aujourd'hui ? Alors, on a une petite minute, c'est très rapide. Ils sont très éloignés de ces élections européennes. C'est un peu tard. C'est un peu tôt, pour aborder ces questions. On a des bonnes discussions sur les marchés, et puis ils commencent à prendre en compte cet enjeu. Moi, je veux dire aux gens, s'il ne me reste pas beaucoup de temps, que demain à Plérin, à 19h30, il y a une réunion publique qui est organisée pour soutenir la liste de l'Union populaire menée par Manon Bry dans les Côtes-d'Armor. Vous y trouverez à cette réunion publique Muriel Lebreau, qui est députée des Côtes-d'Armor, Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, Marie Mesmer, qui est candidate pour la liste de l'Union populaire, et Marielle Lemaître. Et je vous invite à être très nombreux pour nous donner de la force de tout changer. C'est notre slogan pour cette élection européenne. Eh bien voilà, le message est passé. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Axel Gourmelin, co-animateur du groupe d'action du pays de Paimpol, chargé de la communication de LFI dans les Côtes-d'Armor. Vous étiez en direct. Première radio ? C'est ça, première radio. Et j'ai juste oublié, excusez-moi, c'est au Centre culturel Le Cap à Plérin demain, la réunion publique. Centre culturel Le Cap, c'est noté. Première radio, ça s'est très bien passé, vous voyez. Merci infiniment d'avoir été avec nous et très belle journée. Merci, à bientôt. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.